Bonjour à tout le monde et bienvenue. Ici, je m'appelle Toby Couture et cet atelier de formation est organisé par le Clean Energy Solutions Center en partenariat avec le Club ER. Le CESC est l'hôte de ce webinaire sans frais intitulé Des tarifs d'achat pour les mini-réseaux, une politique innovante ou impraticable. On va débuter avec quelques petits mots au sujet du Centre de solutions pour les énergies propres. Le Centre de solutions ne recommande ni appuie aucun produit ou service particulier. Les renseignements fournis dans ce webinaire se trouvent également dans la base de ressources du site web. Et on peut trouver tous les webinaires précédents qui ont eu lieu au passé dans le site web. Il y a quelques éléments de logistique que j'aimerais clarifier avant que l'on puisse débuter. Vous pouvez soit écouter par la voix de votre ordinateur ou par le téléphone. Et si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez rejoindre GoToWebinars au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. Si vous voulez poser une question, vous pouvez sélectionner le volet « Questions » et insérer la question dans le volet. Encore une fois, si vous avez des difficultés ou d'autres, n'hésitez pas de contacter. Et le webinaire lui-même sera également enregistré et devrait, d'ici quelques jours, être disponible en ligne. Donc, on débute. J'essaie de passer plutôt rapidement à travers des questions administratives. Avant de se lancer dans la présentation, on va fournir un aperçu du centre de solutions. Il y aura la présentation comme telle sur les tarifs d'achat pour les régions, pour les mini-réseaux. Et puis, cela sera suivi par une période de questions où vous pourrez poser des questions pertinentes au webinaire. Donc, quelques petits mots au sujet du centre de solutions avant que l'on débute. Le centre de solutions a été formé sous le cadre ou sous l'égide du Clean Energy Ministerial et il y a plusieurs différents pays qui font partie du Clean Energy Ministerial qui financent et appuient le travail du centre de solutions. Le centre de solutions fournit l'assistance technique sur des politiques d'énergie propre, principalement dans les pays en voie de développement, pour appuyer les gouvernements, les régulateurs et les décideurs dans le développement de leur politique et de leur stratégie réglementaire. Quelques petits mots au sujet des objectifs. Et puis, le public cible sont trouvés ici sur la diapositive que vous pouvez voir. Il va falloir que j'agrandisse un peu plus. Tiens. Il y a également un réseau d'experts. Donc, le centre de solutions fournit l'accès à un regroupement d'au-delà de 30 experts de plusieurs différents pays de par le monde qui sont en mesure de fournir un conseil expert dans différentes thématiques pertinentes à l'énergie propre. Là, quelques mots au sujet de moi qui présente. Je suis le fondateur et le directeur de E3 Analytics, un cabinet de conseil en énergie renouvelable basé ici à Berlin. Comme vous l'avez certainement noté ou entendu, je suis d'origine canadienne, mais j'habite actuellement à Berlin et je me focalise principalement sur les thématiques de la régulation, les politiques d'énergie renouvelable, l'électrification rurale, ainsi que la finance. J'ai travaillé dans au-delà de 40 pays de par le monde, et y inclut notamment plus récemment avec une emphase sur l'Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais soulever la diapositive. On a eu des difficultés techniques avec la version précédente, et puis je
je vais devoir préparer la version finale et je vais la faire avec l'écran entier pour qu'on puisse tout suivre. Donc, les tarifs d'achat pour les mini-réseaux. En débutant, un bref aperçu de la présentation. Donc, je vais essayer de fournir une brève introduction. On va discuter de la politique des tarifs d'achat et son application en milieu de mini-réseau. Quelques questions ou considérations historiques vis-à-vis du développement des tarifs d'achat, suivies par des considérations pratiques qui vont réellement essayer d'évaluer de façon plus critique la viabilité des tarifs d'achat dans les milieux de mini-réseaux, comme politique pour encourager l'électrification rurale. Et avant de clôturer, on va discuter brièvement des avantages et des défis auxquels une telle politique pourrait faire face, suivi d'une conclusion. Donc, il y a 4 grandes voies d'électrification rurale du point de vue du financement. L'électrification rurale peut soit être financée principalement par le gouvernement, comme qui a été le cas dans les pays de l'Europe, le Canada et les États-Unis. Elle peut être financée principalement par les agences et les banques de développement, financée principalement par le secteur privé ou financée dans la 4e option par des voies hybrides, c'est-à-dire un financement hybride qui combine des ressources publiques avec des ressources privées. Et il y a plusieurs exemples qui poursuivent davantage cette 4e voie, notamment la voie hybride. Du point de vue historique, il est clair que l'électrification rurale dépend presque toujours de subventions directes ou indirectes. Cependant, les modalités de subventions sont diverses. Dans certains cas, les subventions sont fournies pour l'intégralité d'un projet en particulier, avec une subvention fixe en fonction des investissements à réaliser. Une deuxième option, où la subvention est financée par domicile ou par résidence, et une troisième option où les subventions sont accordées à base annuelle selon le besoin de la compagnie qui effectue l'électrification rurale. Mais dans la majorité des cas récents, on voit réellement une évolution envers le deuxième cas où la subvention est accordée par habitant ou par domicile interconnecté. Et ça, c'est notamment le cas dans les voies hybrides, où il s'agit d'implication du secteur privé dans l'électrification rurale. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, on discute d'une politique innovante dont on discute davantage dans certains milieux et dont plusieurs chercheurs ont publié des analyses. Je souligne ici ou je soulève un rapport qui a été publié et qui mérite d'être vu comme une ressource clé dans le cadre de ce débat. Les tarifs d'achat se sont démontrés comme une politique viable et éprouvée pour les énergies renouvelables. Ça, il n'y a aucun doute. On voit que dans plusieurs pays qui ont implanté les tarifs d'achat, on a vu un développement très rapide des énergies renouvelables. Donc, la question qui est sous-jacente à ce webinaire, c'est est-ce que ce succès peut être reproduit dans l'électrification rurale? Donc, est-ce que l'on peut s'appuyer sur les forces et les avantages des tarifs d'achat en ce qui a trait à la mobilisation du financement pour appuyer l'électrification rurale? Donc, les tarifs d'achat classiques comprennent 3 composantes principales. Un prix fixe, un raccordement au réseau garanti, et puis un contrat pour la vente de l'électricité, et généralement sur une durée de 10 à 25 ans. Donc ça, ce sont réellement les 3 composantes clés.
Le but des tarifs d'achat est de permettre la rentabilité des projets d'énergie renouvelable en fournissant un acheteur garanti pour l'électricité sous un contrat fixe, c'est-à-dire un garantie d'achat pour l'électricité produite par la centrale. Et cette formule permet d'obtenir le financement et de développer le projet. On voit ici une illustration. C'est également cette formule qui a permis aux pays tels que l'Allemagne, la Chine et le Japon de développer de milliers de mégawatts de nouvelles capacités électriques. La vaste majorité de cette capacité a été financée par des investisseurs privés, c'est-à-dire soit des individus en coopération avec des banques, des compagnies, des coopératives ou autres. On a vu que, ou l'expérience nous mène à constater que les tarifs d'achat sont un mécanisme puissant pour encourager la mobilisation des investissements. Donc, l'idée d'implanter des tarifs d'achat pour des mini-réseaux fournissent une voie alternative, une politique innovante qui pourrait peut-être également aider à mobiliser des investissements en milieu rural. L'objectif serait donc de fournir une certaine subvention par la voie d'un tarif fixe ou une compensation fixe qui comblerait la différence entre les tarifs nationaux en vigueur et le tarif dont l'opérateur a besoin afin de couvrir ses coûts. Les subventions seraient accordées uniquement là où les consommateurs ont reçu l'électricité. Donc, il faudrait que la compensation soit basée ou soit liée au compteur digital. Donc, le gouvernement ou le régulateur ou le fonds d'électrification rurale fournirait une subvention ex post, c'est-à-dire après le fait, après que l'électricité soit livrée. Et elle serait basée donc sur les résultats. Si un mini-réseau tombait en panne pour une période de quelques semaines, il n'y aurait pas de question de compenser pour le délestage. Ce serait un risque auquel l'opérateur ferait face. Et donc, l'opérateur aurait donc un incitatif de maintenir une production fiable et continue dans le mini-réseau. Tel que nous avons vu dans le petit graphique dans la page précédente, la subvention comblerait la différence entre le coût du réseau et le coût de la production du projet d'énergie renouvelable, c'est-à-dire le coût, dans ce cas, de la production en lieu de mini-réseau. Dans la majorité des cas, le surcoût dans le passé fut financé par les consommateurs, c'est-à-dire par la voie d'un prélèvement ajouté à la facture mensuelle d'électricité. C'est-à-dire chaque consommateur payait un certain pourcentage ou un certain montant sur la facture. En Allemagne, pour n'en tirer qu'un exemple, ce surcoût s'élève actuellement à un peu au-delà de 6 cents, tout près de 7 cents euros le kilowattheure. En Malaisie, ils ont plutôt basé ça sur un pourcentage de la facture et on paye 1,6% ou 1,6% du tarif payé. Ça fournit deux exemples du moyen de financer le tarif d'achat. L'idée avec un tarif d'achat pour l'électrification rurale pourrait être semblable. Une subvention pourrait être accordée qui serait financée par les contribuables, c'est-à-dire par les consommateurs d'électricité. Le principe serait semblable. Un tarif d'achat permettrait de combler donc cette différence. Et au fur et à mesure que le coût de l'exploitation en milieu rural diminue, il serait possible de diminuer le tarif d'achat. Donc ici, on voit un exemple du tarif d'achat en Allemagne et son déclin d'un montant de tout près un peu au-delà de 500 euros par mégawattheure jusqu'à
environ 140 ou 150 euros de mégawattheure en 2000, déjà à la fin de 2013. Donc, on voit ce déclin. Un principe semblable pourrait être mis en vigueur en milieu rural afin d'encourager la réduction des coûts. Et donc, on pourrait imposer une certaine dégressivité tarifaire. Bon, ça c'est la théorie. C'est comme ça que la politique pourrait, en tout brièvement, être implantée ou être conçue. Là, on suit avec quelques considérations plus pratiques. En pratique, un tarif d'achat pour les mini-réseaux comprendrait donc les composantes suivantes. Il faudrait qu'il y ait un fonds d'électrification rurale qui financerait la différence entre le tarif national et le tarif requis en mini-réseau. Il faudrait qu'il y ait une agence responsable de vérifier les compteurs et accorder des paiements aux opérateurs. Il faudrait également un processus de préqualification afin de sélectionner les opérateurs qualifiés. Donc, il faudrait qu'il y ait un moyen de dire qui a le droit de bâtir ou de développer un mini-réseau et d'effectuer cette sélection sur la base de critères objectifs, c'est-à-dire compétences dans le domaine et les capacités techniques pour exploiter et développer un mini-réseau. Et finalement, un processus pour calculer le tarif requis selon chaque mini-réseau afin de pouvoir calculer la différence, c'est-à-dire la subvention. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'électrification rurale exige d'énormes investissements. Donc, du point de vue pratique, il ne faut pas oublier que les coûts en mini-réseau sont beaucoup plus élevés que les coûts dans le réseau interconnecté national. Ce graphique fournit un survol approximatif des coûts pour un mini-réseau hybride à base de photovoltaïque et diesel. Et on voit le rapport entre le coût des panneaux, le coût de la batterie, le coût des onduleurs et toutes les autres composantes, ce qui donne un coût total de 1,35 million pour un mini-réseau qui alimenterait environ 1000 habitants. On estime, selon cette analyse, que ça donnerait un coût moyen de production d'environ 77 cents le kilowattheure, ce qui serait de 5 à 10 fois plus élevé que le tarif national moyen dans la majorité des pays dans la sous-région de l'Afrique. Donc, si on prend un cas concret, là on va examiner deux exemples, l'Éthiopie et la Tanzanie. L'Éthiopie a actuellement une population de 99 millions avec un taux d'accès à 27%. Il y a donc 72 millions d'habitants qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Et l'Éthiopie s'est fixé des cibles assez ambitieuses pour accélérer l'électrification des populations. Donc, si on estime qu'il y aura un certain rapport, certaines maisons, certains domiciles, certains villages seront interconnectés par l'extension de réseau et certains villages seront interconnectés ou seront alimentés par des kits solaires, on estime tout simplement que 50% de la population, de cette population, sera électrifiée à l'aide de mini-réseaux. Il s'agirait là de 36 millions d'habitants ou un peu au-delà de 7 millions de domiciles qui devraient être électrifiés. Donc, si on estime un coût moyen par habitant d'environ 1000 $ pour développer un mini-réseau, c'est-à-dire un mini-réseau viable du point de vue économique et commercial, cela ferait une somme de 36 milliards de dollars pour financer l'électrification de ce 50% de la population non électrifiée en Éthiopie. Le tarif national est actuellement à environ 6 cents le kilowattheure pour les consommateurs
résidentiel. Cela reste par contre toujours au-delà de 25 milliards à subventionner si les consommateurs payaient le tarif national que l'on paye par exemple à Addis Ababa. Mais si on observe le budget total de l'État, on trouve que le budget total de l'État de l'Éthiopie en 2016 était de 12,57 milliards. Ça voudrait dire que l'État devrait donc investir 15% de son budget total sur une durée de 15 ans afin de financer le besoin cité. Donc, il s'agit là sans aucun doute de sommes très importantes d'argent investi. Donc, voilà le défi posé par la péréquation, c'est-à-dire l'introduction de tarifs uniformes nationaux. S'ils sont imposés sur l'étendue d'un territoire dans un pays comme l'Éthiopie, ils imposent un besoin énorme au niveau des finances publiques. Et si on veut financer ça par la voie d'un tarif d'achat, comme on l'a vu, il s'agit là de sommes très importantes d'investissement qui doivent être réalisées. Par contre, il ne faut pas oublier que l'électrification rurale est dispendieuse, mais que le business as usual, c'est-à-dire ce qui se produit actuellement dans le marché et l'électrification rurale par d'autres moyens, est également, elle aussi, très dispendieuse. Donc, on va considérer le cas de la Tanzanie. Si on regarde la Tanzanie dans les régions rurales, la majorité des mini-réseaux sont actuellement exploités à l'aide du diesel. Et on voit ici à la droite une visualisation des coûts de production dans les mini-réseaux à l'aide de diesel. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de régions qui tombent dans le rouge, ce qui veut dire, mettons, de 1 $ jusqu'à 2 $ de kilowattheure, que dans le cas d'un mini-réseau à gauche alimenté par le photovoltaïque. Donc, la voie classique de développement d'électrification rurale par le diesel peut être plus dispendieuse que celle se servant du solaire photovoltaïque, que l'on pourrait financer à l'aide d'un tarif d'achat. Donc, même si les sommes d'argent sont importantes, la question est plutôt quelle est la voie la plus viable, la plus économique pour électrifier les populations. Et dans ce contexte, il y a encore un bon débat et la politique de tarif d'achat pourrait être un mécanisme pour des raisons qu'on va voir à la conclusion. En 2015, la Tanzanie avait 26 mini-réseaux sur son territoire, tous alimentés au diesel. Et actuellement, ils ont le droit, en Tanzanie, de facturer un tarif plus élevé que le tarif national, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs des pays, notamment dans la région ouest africaine. Donc, ils ont le droit de facturer environ 25 cents le kilowattheure plutôt que 10, ce qui est le tarif national. Toutefois, même à ce tarif plus élevé, à 25 cents le kilowattheure, les mini-réseaux ne sont toujours pas rentables, ne sont toujours pas viables du point de vue économique et commercial. Tel que dans les autres cas, il faut donc subventionner la différence entre le coût de production en milieu rural et le tarif national. Donc, selon les analyses menées dans l'article que j'ai cité, on estime que le tarif requis afin de rentabiliser les systèmes serait entre 40 et 50 cents le kilowattheure pour la production. Cela implique donc une subvention de 30 à 40 cents le kilowattheure pour assurer la viabilité des mini-réseaux. Donc, on parle là d'une subvention aussi considérable. Si on regarde un peu du côté financier, on peut voir qu'à la droite, avec un tarif de 24,7, c'est-à-dire ça c'est le tarif en vigueur actuellement en Tanzanie pour les mini-réseaux exploités au diesel, on trouve que le système ne couvre ses coûts qu'après
environ 17 ans. C'est-à-dire il est déficitaire pour les premiers 17 ans, ce qui veut dire un paiement, un repaiement assez prolongé. Si on augmente le tarif et on paye plutôt un tarif environ 40 cents le kilowattheure, on voit que le système peut être payé en dedans d'environ 11 ans. Donc, là, on tombe un peu plus dans les marges de systèmes finançables. Mais afin d'être réellement finançable par des banques commerciales ou par des investisseurs, par des compagnies privées, le délai, le paiement devrait plutôt être dans la marge de entre 6 à 7 ans. Ce qui veut dire qu'il faudrait un tarif encore plus élevé pour qu'il soit suffisamment attrayant afin de mobiliser les investissements. On estime donc actuellement que la Tanzanie subventionne ces 26 systèmes mini-réseaux diesel avec 36 millions par année en 2015. Ce qui veut dire, si on fait le calcul, une perte d'environ 42 cents le kilowattheure. C'est-à-dire une perte qui est presque aussi élevée que le coût total d'un mini-réseau bien optimisé qui fonctionne hybride avec le photovoltaïque. Donc, en effectuant leurs analyses, les auteurs estiment donc un tarif d'achat qui serait ciblé pour les mini-réseaux à base du solaire n'aurait besoin que de 31 millions, donc une épargne de 5 millions par année pour fournir le même service. Et la subvention diminuerait à l'avenir en fonction du déclin des coûts du solaire et des systèmes de stockage. Donc, on peut s'attendre à ce que les coûts diminuent davantage et que le tarif d'achat pourrait diminuer avec et que la subvention diminuerait également. Donc, il est essentiel de ne pas uniquement considérer le coût de la nouvelle politique, c'est-à-dire dans ce cas, un tarif d'achat pour les mini-réseaux. Il faut également considérer le coût du statu quo. Et dans plusieurs cas, l'électrification rurale impose déjà des coûts très importants au gouvernement. Donc, la question devient, comment est-ce que l'on investit l'argent qui est investi en électrification rurale? Et quel est le moyen, donc le moins coûteux, d'arriver à cette électrification? Donc, les avantages. On va traiter à la fois des avantages et par la suite un peu plus en détail au sujet des défis pratiques d'implantation d'un tel concept. Donc, les tarifs d'achat permettent la rentabilité et ainsi sont capables de mobiliser les investissements. De ça, il n'y a aucun doute. En diminuant les risques, c'est-à-dire les risques d'investissement, une politique de tarifs d'achat pour les mini-réseaux diminuerait le coût du capital, ce qui permettrait un développement plus efficace de la filière. Et si on diminue les coûts du capital, on diminue également le coût du système. Le coût officiel et le coût moyen du kilowattheure généré par le système. Donc, en diminuant les risques, on peut également diminuer le coût final au consommateur ou, dans ce cas, au contribuable ou le coût de la subvention. Un tarif d'achat également se laisse bien implanter en pratique et n'exige pas de grandes ressources administratives. Donc, du point de vue administratif, la politique pourrait être semblable à une politique de tarif d'achat classique pour les énergies renouvelables connectées au réseau, avec une administration qui permet de fixer les tarifs, de s'occuper de l'allocation de la subvention et de publier des rapports annuels. Mais la ressource, un des avantages des tarifs d'achat, c'est qu'ils sont relativement, ils imposent des obligations, des besoins relativement minimes du point de vue administratif. La politique est bien connue et bien éprouvée
Et la subvention pourrait être transférée à l'opérateur après le fait, c'est-à-dire ex post, ce qui veut dire après la vérification des compteurs. Cela minimise donc le risque d'abus ou de corruption. Donc, aucun opérateur pourrait réclamer une subvention sans qu'il n'ait fourni le service. Par contre, il y a des défis. Le premier, donc, on va traiter 3 différents défis principaux. Il y en a certainement d'autres. Il y a certainement d'autres avantages aussi, mais on va se focaliser sur 3. Donc, le premier défi, d'où viendra l'argent? La question tarifaire est déjà fortement contestée dans la majorité des pays. Toute augmentation tarifaire suscite des débats contentieux. Si on se sert de l'Internet et on fait un peu de recherche, peu importe le pays, que ce soit la Tanzanie, le Cameroun, le Ouganda, le Sénégal, le Togo, et on insère quelque chose au sujet des tarifs d'électricité à la hausse, on va avoir une multitude d'articles, une multitude de différents reportages au sujet de la question tarifaire et parfois même des manifestations face à l'augmentation des tarifs. Donc, c'est une thématique très contentieuse dans la majorité des pays. Toutefois, plus de 2/3 des sociétés d'électricité en Afrique sont actuellement déficitaires. C'est-à-dire, malgré le fait que tout débat vis-à-vis de la tarification et l'augmentation des tarifs suscite des débats très contentieux et parfois même des manifestations, le fait demeure que la part majeure des sociétés d'électricité reste déficitaire. Donc, il serait très difficile en pratique qu'une société déficitaire puisse accorder une subvention pour appuyer l'électrification rurale de façon importante, et surtout pas pour le lancement d'une politique compréhensive de tarifs d'achat en mini-réseau. Donc, on ne peut pas ajouter encore au poids que portent déjà les sociétés d'électricité sur le plan financier. Donc, ça, c'est difficile. De plus, la base de consommateurs qui payent les tarifs ordinaires, c'est-à-dire les tarifs non subventionnés, n'est souvent pas grande. Donc, si on regarde un pays comme l'Éthiopie ou même un pays comme la Tanzanie, la base des consommateurs qui est subventionnée est considérable, ce qui veut dire que le potentiel de générer des revenus importants en augmentant les tarifs pour créer une subvention pour l'électrification rurale est donc très limité. Il reste par contre des bailleurs de fonds. Donc, il y aurait des exemples, par exemple GetFit, qui a été lancé pour promouvoir les énergies renouvelables, notamment au Ouganda. Il y a le Green Climate Fund, il y a les fonds internationaux fournis par l'Union européenne, par la France, par la Chine, par les États-Unis ou autres. Donc, il y a des bailleurs de fonds internationaux qui pourraient contribuer à la subvention d'une telle politique en principe. Par contre, les fonds sont souvent limités. Il est difficile d'envisager qu'on pourrait subventionner au niveau requis dans les pays comme l'Éthiopie, où le besoin est tellement large et la population non électrifiée est tellement grande. Il y aurait également la possibilité de subventions indirectes, c'est-à-dire par la voie des taxes, ou par le prélèvement de nouvelles taxes, c'est-à-dire, par exemple, sur des appareils électroménagers, les climatiseurs ou même les voitures. Donc, dans certains pays en Afrique, on commence tranquillement à imposer des taxes supplémentaires sur ce genre de produits. En principe, une telle taxe pourrait contribuer à financer une subvention pour l'électrification rurale. Et dans certains cas, c'est déjà le cas, où de telles taxes financent d'une part les programmes du Fonds d'électrification rurale. Finalement, il y aurait une approche hybride qui combine ces différentes ressources. Donc, une approche où un fonds d'électrification rurale pourrait
obtenir ou mobiliser des fonds de plusieurs différentes sources afin de financer le programme ou la politique. Mais il ne faut pas oublier que les sommes d'argent impliquées sont très importantes. Un deuxième défi, comment fixer les tarifs? En vue de la multitude de différents sites possibles et le nombre de variables, donc il y a la variable technologique, est-ce qu'on se sert du photovoltaïque uniquement? Est-ce que c'est un système hybride? Est-ce qu'il y a de l'hydroélectricité, par exemple des mini-réseaux à l'hydroélectricité? Quelle est la taille du village et donc la taille du système de mini-réseaux, ainsi que la proximité du réseau et des infrastructures. Donc un village qui se trouve dans les coins lointains de l'Est du Sénégal va avoir un coût d'exploitation plus important qu'un mini-réseau qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Dakar, par exemple. Donc, la proximité joue un rôle très, très important. Il sera donc difficile de fixer en pratique des tarifs uniformes. C'est-à-dire, si on voulait imposer ou implanter une politique de tarifs d'achat, il serait difficile d'avoir un tarif d'achat uniforme pour tous les sites. Cependant, l'imposition de tarifs uniques pour chacun des mini-réseaux serait également difficile et difficile en pratique du point de vue du calcul et de l'administration et l'ajustement éventuel des tarifs dans les années à venir. Donc, il y a toute une série de problématiques qui en ressortent. Une approche alternative serait de fixer les tarifs tout simplement en fonction de la technologie, c'est-à-dire un tarif pour le photovoltaïque, un tarif pour les mini-réseaux principalement alimentés à l'hydro, et ainsi de suite. Par contre, il faudrait toutefois que les tarifs suivent l'évolution des coûts. Donc, il faudrait qu'il y ait soit une dégressivité ou un processus administratif pour modifier les tarifs futurs. Donc, encore une fois, il y a des défis très importants à traiter avec la question de fixer les tarifs. Le troisième défi, et le dernier, c'est qui fixe les tarifs? Est-ce que le régulateur devrait être responsable de les fixer? Et sur la base de quelles analyses, quelles informations? Est-ce que l'opérateur devrait avoir le droit de proposer son tarif pour son mini-réseau et là appuyer ensuite de pièces justificatives afin d'obtenir le tarif proposé? Et quel est le rôle du régulateur? Quel est le processus politique pour fixer les tarifs? Est-ce qu'il y a un processus administratif? Est-ce que c'est revu par le ministère? Plusieurs questions très pratiques et très importantes à ce niveau-là. Et finalement, quel est le risque de modification tarifaire? Comment prévenir des modifications rétroactives? Si la viabilité d'un mini-réseau dépend d'un certain niveau tarifaire, c'est-à-dire d'une certaine subvention, qu'est-ce qui se passe si la subvention n'arrive pas dans la 5e année d'opération, ou la 6e année, ou la 9e année d'opération? Est-ce que le mini-réseau risque de tomber en désuétude et de ne plus fonctionner? Est-ce qu'on aura suffisamment d'argent pour financer les coûts de maintenance, la réparation ou le remplacement des batteries, la réparation ou même le remplacement des onduleurs? Toutes ces questions soulèvent des défis très, très importants pour l'implantation pratique d'une telle politique. Donc, en conclusion, en principe, les tarifs d'achat peuvent jouer un rôle déterminant. Ils ont joué un rôle déterminant dans le développement des énergies renouvelables connectées au réseau. C'est une politique qui a fonctionné, qui a éprouvé un énorme succès dans plusieurs pays, tant des pays développés comme l'Allemagne et la France, que des pays en voie de développement tels que la Malaisie ou, dans certains cas, dans les pays de la région asiatique. Donc, les tarifs d'achat ont permis la rentabilité
et ont permis la mobilisation des investissements pour des milliers de mégawatts de capacité dans environ une centaine de pays du monde. Donc, il n'y a aucun doute que c'est une politique, en principe, qui fonctionne et qui a été prouvée. Par contre, la question que l'on voulait examiner aujourd'hui dans ce webinaire, c'était est-ce que c'est une politique viable pour l'électrification rurale et notamment pour les mini-réseaux? Et là, il y a plusieurs défis et plusieurs inquiétudes. Il y a un écart considérable entre les tarifs nationaux et le coût réel de l'électrification rurale. Souvent, même les tarifs nationaux eux-mêmes sont subventionnés. Donc, on subventionne afin de combler la différence entre un tarif qui est déjà lui-même subventionné. Donc, il y a des difficultés à ce niveau-là qui ne sont pas à négliger. Dans plusieurs pays, la base de consommateurs payants est elle-même très limitée. Donc, le potentiel de faire comme l'Allemagne et de financer une énorme politique de tarifs d'achat en ajoutant un prélèvement sur le tarif national que payent tous les consommateurs, y inclut moi maintenant qui habite en Allemagne, est limité parce que la base de consommateurs est limitée en proportion avec le reste de la population. Donc, il y a des défis très importants au niveau du financement. Donc, en vue de toutes ces considérations, on peut constater que si il y a des promoteurs qui souhaitent promouvoir l'idée des tarifs d'achat, et j'ai souligné les auteurs de cette étude qui ont effectué l'analyse pour le cas du Sénégal. La première étape, ça serait de développer des pilotes, des projets pilotes se servant d'une approche de tarif d'achat en milieu rural, en milieu de mini-réseau, pour essayer d'éprouver le concept. Jusqu'à date, il n'y a aucun pays qui se sert officiellement d'un tarif d'achat dans le sens classique, pour les mini-réseaux. Donc, ça resterait à éprouver dans le champ. Mais il ne faut pas oublier que comme stratégie unique pour financer l'électrification rurale, les défis sont considérables. Donc, avec cela, j'ouvre aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les insérer directement dans le logiciel et puis il devrait devenir visible pour que je puisse les répondre. Je vais ici insérer. Alors, je vois plusieurs. OK, il y en a qui demandent pour la présentation. Là, il y a quelques-uns qui... Je lis tout brièvement les petites questions et il y a déjà des réponses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des questions sur la substance ou sur la thématique? Est-ce qu'il y a d'autres expériences ou d'autres qui souhaitent faire parvenir leurs expériences au groupe ou leurs perspectives? J'attends. Donc là, on a une nouvelle question qui vient d'entrer. Quel est le coût du statu quo? Oui, bon, là, j'ai passé un peu rapidement, mais c'est une bonne question. Donc, le coût, il y a non seulement le coût, bon, dans l'exemple, dans les diapositives, il s'agissait du coût actuel des subventions qu'accorde la Tanzanie au mini-réseau. Donc, la Tanzanie paye déjà 36 millions de dollars par année pour subventionner les mini-réseaux diesel. Et l'analyse qu'ils ont effectuée, c'est si on comparait cela
à des nouveaux mini-réseaux financés avec ou alimentés principalement par le solaire, on pourrait épargner de l'argent. Donc, dans ce cas-là, simplifié de la Tanzanie, si on imposait ou on implantait une politique de tarif d'achat pour les mini-réseaux alimentés à l'électricité solaire, on pourrait épargner de l'argent vis-à-vis le statu quo. C'est-à-dire, le tarif d'achat serait moins dispendieux, moins coûteux au gouvernement que la politique actuelle qui finance les systèmes diesel. Et donc, c'est ça qui était entendu. Par contre, il y a également le coût énorme humain, social, du point de vue développement, du point de vue de le développement humain, des limitations de ceux qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ça, en soi, c'est un coût très important. L'Europe, ni les États-Unis, ni le Japon n'auraient arrivé à un stade de développement avancé sans l'électrification, qui a été financée principalement par le gouvernement. Donc, le fait de ne pas avoir une électrification complète est elle-même très coûteuse au long terme pour un gouvernement. Donc, malgré qu'il y a des investissements importants au début, il ne faut pas oublier qu'également, le statu quo est très, très coûteux du point de vue du manque ou du potentiel humain non réalisé. Donc ça, c'est une autre dimension qui mérite d'être soulignée. Mais une excellente question. Là, je passe à une deuxième question du Bénin. Nous avons construit 80 mini-réseaux, mais c'est l'exploitation qui pose un problème. Donc, dans le cas d'un pays comme le Bénin, avec les mini-réseaux, c'est clair, peu importe l'emplacement des mini-réseaux, il est essentiel, un des facteurs de succès les plus importants, c'est l'expérience et la compétence technique et opérationnelle de l'opérateur ou de l'exploitant. Et c'est une des raisons pour lesquelles la majorité des nouveaux financements de mini-réseaux donne privilège ou donne priorité aux opérateurs, aux exploitants qui ont déjà une expérience profonde dans le domaine des mini-réseaux, qui ont déjà construit plusieurs mini-réseaux, qui ont déjà des équipes qui s'y connaissent bien. Et donc, on peut minimiser le risque de défaillance du point de vue de l'exploitation par la voie d'un meilleur système d'appel d'offres ou d'allocation des contrats. Par contre, il est clair que dans plusieurs cas, si les mini-réseaux sont très éloignés, qu'il est difficile de maintenir la main-d'œuvre. Il est très difficile d'identifier et de maintenir les sites avec les ressources humaines que l'on a. Et si les gens se trouvent un meilleur boulot, souvent les experts qui s'y connaissent le mieux avec la conception et l'exploitation d'un mini-réseau ne restent pas en village. Ou, s'ils sont au village pour les premières années, ne vont pas être là pour la durée des 20 ans ou 30 ans du système. Donc ça pose également des défis très importants. Comment est-ce que l'on peut s'assurer qu'un mini-réseau, un opérateur sera là de façon pérenne pour assurer l'exploitation durable du site? Et une des solutions que l'on voit davantage pour cela, notamment au Kenya, à l'heure actuelle, c'est d'essayer d'agglomérer plusieurs différents sites dans une région afin de créer des économies d'échelle. Donc, où l'on peut avoir plusieurs différents mini-réseaux avec un exploitant et là, ça permet le potentiel que plusieurs ingénieurs s'occupent de plusieurs différents sites et qu'il y ait une certaine flexibilité. Si un quitte ou trouve un nouveau boulot ou déménage, que l'on puisse trouver quelqu'un d'autre pour prendre la relève sans miner la fiabilité de l'exploitation. Donc, c'est évidemment une
une des contraintes et un des défis principaux auxquels les mini-réseaux font face. Une troisième question. Monsieur Kouo, je n'ai pas bien saisi si les mini-réseaux dont vous parlez sont interconnectés au réseau ou non. Donc, dans le cas ici de tarifs d'achat, on parlerait de mini-réseaux non interconnectés, c'est-à-dire des mini-réseaux qui alimentent des milieux ruraux, des villages non interconnectés au réseau national. Une prochaine question de M. Tella, Abel Tella. La garantie des investissements pourrait-elle se faire par les revenus miniers de certains pays africains? En principe, si vous vous souvenez du cas de l'Éthiopie dont on a discuté, on a estimé tout de façon grossière que l'Éthiopie devrait, si elle veut électrifier à l'aide de mini-réseaux, la moitié de la population non interconnectée, c'est-à-dire la population qui n'a aucun accès à l'électricité, il devrait investir 15% du budget national par année pour les prochains 15 ans. Donc, si un gouvernement peut mettre des ressources comparables à disposition de l'électrification rurale, c'est clair que on pourrait y arriver par cette voie. La question devient toujours quelles autres priorités ont les gouvernements? Il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans l'éclairage public, il faut investir dans les systèmes d'eau et des égouts. Il y a plusieurs priorités avec lesquelles l'électrification rurale fait concurrence du point de vue des recettes fiscales de chaque gouvernement. Donc là, ça deviendrait plutôt une question, est-ce que les revenus miniers pourraient être canalisés envers ou pour encourager l'électrification rurale? Et là, absolument. Il n'y a aucun doute. Il s'agirait là de réellement dédier les ressources financières dans un budget pour une durée concrète ou une durée de temps. Et ce budget pourrait donc financer justement cette subvention. Et le calcul de la subvention pourrait être fait un peu comme on l'a décrit dans la présentation. Soit par site, chaque site a une subvention unique, ou sur la base de la technologie principale qui alimente le site. Donc, en principe, oui. Une prochaine question du Madagascar. Rakutu Arianoa. Donc, si je me souviens bien de mon temps au Madagascar, Rakutu, ça veut dire mon ami ou tout semblable. Donc, avec la nouvelle technologie, est-ce possible de réduire le coût ou faut-il toujours que l'État subventionne? Une excellente question. Tel que j'ai souligné dans une des diapositives, il faudrait, dans le cadre de toute politique de tarif d'achat implantée pour les mini-réseaux, il faudrait qu'il y ait une dégressivité tarifaire incluse, c'est-à-dire un déclin annuel de la subvention accordée. Et donc, idéalement, également, lorsque l'on développe une centaine de mini-réseaux, on pourrait également bénéficier des économies d'échelle. Donc, si on construit 3-4 mini-réseaux, c'est beaucoup plus... les coûts à l'unité seront beaucoup plus dispendieux que si on en développe quelques centaines. Donc, déjà là, il y aurait le potentiel pour des réductions de coûts et des réductions de subventions. Donc, tout à fait une question pertinente. Et là, la question au sujet des subventions. Est-ce qu'il faut toujours que l'État subventionne? La difficulté
revient toujours à cette question tarifaire. Dans la majorité des pays, surtout les pays, non seulement, mais surtout les pays francophones de la région africaine dans le sens large, préconisent une approche de péréquation, c'est-à-dire où les tarifs que l'on paye en région rurale sont égaux aux tarifs que l'on paye en milieu urbain. Et si l'on veut maintenir une politique de péréquation, là, il faut que l'État subventionne la différence. Si on permettait on fixait les tarifs en fonction du coût d'exploitation, donc les gens en milieu rural paieraient, mettons, dans la marge de 40 à 50 cents le kilowattheure pour leur électricité. Et dans ce cas-là, ils n'auraient pas besoin de subventions, mais les gens en milieu rural paieraient considérablement plus qu'en milieu urbain. Et un autre défi qui est soulevé là, si les gens en milieu ruraux payent beaucoup plus, ils auront un incitatif tranquillement d'émigrer envers les milieux urbains. Donc, si on va développer un mini-réseau dans une région rurale du Madagascar, par exemple, mais on veut facturer des tarifs qui reflètent le coût, les gens qui habitent dans ces villages-là, s'ils ont le choix ou la capacité, vont peut-être tranquillement commencer à émigrer envers les centres urbains, ce qui est une tendance qui est déjà à constater dans presque tous les pays africains, une tendance envers l'urbanisation. Donc, si ça fournirait en effet des coûts qui reflètent les coûts réels d'exploitation, pourrait aggraver déjà cette tendance et miner la viabilité même des mini-réseaux qui ont été construits. Parce que la viabilité du mini-réseau dépend de la pérennité des revenus. Donc, que les revenus soient là et stables avec une demande croissante à l'avenir. Et donc là, ça engendre toute une série de difficultés. Donc, c'est une raison pour laquelle même les exploitants de mini-réseaux ont tendance à appuyer les subventions parce que ça leur permet d'offrir un tarif plus attrayant pour les villageois qui y habitent. Mais encore une fois, c'est une très bonne question. Je passe à la prochaine de M. Eric Hwanginu. Afin de réduire les charges, nous avons fait du zonage. Donc, comment conseillerez-vous au Bénin pour la définition de la tarification vu qu'il y a une politique imminente? Afin de réduire les charges, nous avons fait un zonage. Je ne suis pas certain si je comprends bien la question. La définition de la tarification. Là, il faudrait peut-être qu'on fasse un suivi par courriel. Je m'intéresse au Bénin. Nous avons actuellement un projet avec le Bénin dans le domaine de l'électrification rurale et les énergies renouvelables qui pourrait directement ou indirectement lier à la question que vous posez. Donc, il vaut peut-être la peine de faire le suivi. Et là, je peux vous répondre plus longuement par courriel. Oui, mon courriel est là sur l'écran. Donc, je vous encourage de tout simplement faire parvenir la question par cette voie-là. Donc là, nous avons une autre question de Wade Shake. Dans le cas d'une vente que des surplus de production d'énergie renouvelable, la rentabilité ne serait-elle améliorée au lieu de se positionner comme vendeur total de toute sa production? Donc là, est-ce qu'il s'agirait, je présume qu'il s'agirait d'une entreprise ou d'une compagnie qui est basée, mettons, dans un milieu rural comme une compagnie minière ou une compagnie de foresterie
qui pourrait avoir son propre site de production, qui pourrait vendre l'excédent à un tarif fixe au village dans la région. Si c'est ça la question, oui, c'est clair que ça pourrait améliorer la rentabilité et diminuer la subvention requise. L'autre option, si je lis la question d'une différente façon, serait que les particuliers dans un village aient le droit de faire l'autoproduction pour leurs propres besoins et de vendre l'excédent à leurs voisins. Et là, ça c'est tout autre chose. Là, il y aurait la question, est-ce que le gouvernement devrait fixer ce tarif de vente ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu de façon indépendante, indépendamment du gouvernement? Il y a des exemples tels que la Sierra Leone et en Libérie où, bon, ainsi que dans plusieurs autres pays, où la génération au système diesel résulte à une vente d'électricité qui n'est pas subventionnée et pas directement régulée, parce que le tarif est effectivement celui qui appartient de la génératrice ou le kit diesel veut facturer à ses consommateurs. Donc, il y a déjà un certain potentiel pour la vente de surplus dans ce sens-là. Mais la question revient toujours, est-ce que l'on pourrait électrifier de grandes régions à l'aide d'une telle approche de vente de surplus et est-ce que le coût ne serait pas supérieur à ce que l'on pourrait obtenir si l'on avait des opérateurs, mettons, régulés, des opérateurs qui sont régulés dans le cadre d'une politique telle qu'une politique de tarif d'achat ou une politique d'appel d'offres. Donc ça, il y a plusieurs différentes dimensions, mais je ne suis pas certain d'avoir bien saisi la question. Donc, si vous voulez ajouter une précision, ça me ferait plaisir d'épanouir un peu. OK, une prochaine question de Amadou Alilou. Quel type de moyens peut-on donner aux opérateurs pour réussir justement les exploitations? Bon, dans certains cas où il y a la subvention, où on offre une subvention pour la construction de mini-réseaux, si on prend l'exemple du Mali, le gouvernement du Mali fournit une subvention par habitant ou par domicile qui est environ à 500, si je me souviens bien, 550 ou 570 dollars par domicile. Mais la subvention n'est accordée que à la suite de la vérification de la connexion et de la justesse de la connexion, qu'elle soit bien effectuée, qu'elle rencontre toutes les normes, etc. Donc, ça, c'est un moyen de s'assurer que les opérateurs construisent bien les systèmes, c'est de retenir la subvention jusqu'à temps que le système est bien conçu. Par contre, à ce qui est pour l'exploitation, à ce qui est de l'exploitation, afin d'assurer la pérennité des systèmes, il y a certaines juridictions qui font un genre de benchmarking, c'est-à-dire ils évaluent les différents mini-réseaux sur le territoire et ils en font des analyses. Ils font des analyses sur combien d'heures de délestage est-ce qu'il y a eu dans le mini-réseau, combien de plaintes ont été enregistrées au cours des derniers 12 mois, combien de, bon, etc., etc. Et avec ces différentes analyses, on peut soit contraigner, soit pénaliser, soit diminuer la subvention pour les opérateurs qui démontrent plus de délestage
ou moins de fiabilité dans l'exploitation que la norme. Cependant, il est difficile de prélever des pénalités sur un mini-réseau ou un exploitant de mini-réseau qui est déjà probablement ou qui a déjà une opération dont les marges de profit ne sont pas énormes. Donc, ça soulève également des difficultés. Comment est-ce que l'on... Il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, les exploitants de mini-réseaux sont déficitaires ou presque pas rentables. Donc, c'est réellement à la marge. Les marges de profit, s'il y en a, sont, de règle générale, très, très, très petites, sinon négatives. Donc, il faut être conscient du fait que si on veut pénaliser ou essayer d'encourager une meilleure exploitation en prélevant des pénalités de ce genre, que ça peut avoir des conséquences négatives également pour la viabilité du mini-réseau. Donc, un des moyens pour améliorer la qualité de l'exploitation, c'est l'assistance technique. C'est d'impliquer ou de mettre à disposition une expertise technique pour assurer ou améliorer l'exploitation au fur et à mesure. Et donc, pour les opérateurs qui débutent dans une année, on pourrait offrir une assistance technique régulière par la voie de conférences, par la voie d'ateliers, par la voie d'ateliers experts afin de maîtriser soit les nouvelles technologies, les nouvelles solutions, les nouveaux logiciels de contrôle de la demande, etc., afin de s'assurer que les exploitants de mini-réseaux améliorent leur propre service et leur propre exploitation. Et dans la majorité des cas, du moins selon mon expérience, les opérateurs de mini-réseaux, les exploitants éprouvent déjà une amélioration par l'apprentissage. Donc, s'ils sont fournis avec un cadre réglementaire propice et ils sont là pour le long terme, on voit une amélioration dans l'exploitation pourvu que les ressources financières sont adéquates à assurer la pérennité du service. OK, une prochaine question, encore de Eric. Vous conseillez de faire une concession ou un affermage pour le cas d'espèce, vu que le Bénin est en train d'élaborer l'environnement propice de l'électrification rurale. Encore une fois, pour ce qui est du Bénin, je vous encourage tout simplement de m'envoyer un courriel et on peut dialoguer un peu plus et je peux vous répondre un peu plus en détail. Parce que là, je n'ai pas tout à fait saisi la question. Oui, puis là, une prochaine question. Est-ce qu'on est obligé d'être interconnecté? Là, je présume, ça c'est une question encore de M. Rakutu du Madagascar. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé d'être interconnecté au mini-réseau, je présume? Et bon, dans plusieurs cas, on voit une croissance, notamment dans l'Est de l'Afrique, dans les kits solaires. C'est-à-dire kits solaires qui fournissent un service fiable et pérenne pour l'alimentation d'un domicile en particulier. Donc, en principe, non, on peut être autonome et il y a certains analystes qui constatent en effet que c'est une voie plus économique pour le développement de l'électrification rurale que les mini-réseaux. Donc, il y a certains qui constatent qu'on pourrait diminuer la subvention de façon très importante et même dans certains cas, éliminer le besoin d'une subvention si on se servait plutôt de kits solaires que de mini-réseaux. Mais là, de l'autre côté du débat, il y en a qui soulignent que les mini-réseaux sont uniquement capables de fournir les demandes croissantes d'un village. Donc, qu'une certaine interconnexion sera nécessaire au long terme afin d'assouvir à la demande de façon
de façon fiable au long terme. Donc ça, c'est un débat très vif en ce moment. Mais en principe, non, votre question est très bien placée et très bien posée. On n'a pas besoin d'être interconnecté au mini-réseau et il y a d'autres voies pour l'électrification rurale qui misent justement là-dessus, sur les kits solaires plutôt que l'interconnexion. Donc, là, une prochaine question de Dialou Oumar. Bonjour, merci. J'ai une question. Avez-vous une idée du prix du kilowatt solaire injecté lorsqu'un privé investit dans des panneaux solaires pour injecter sur le réseau national? Bon, ça dépend du pays, ça dépend du coût des composantes et du régime de tarifs, régime douanier en place. Mais en gros, de façon générale, aujourd'hui, on peut développer un kit solaire sur toiture et injecter au réseau, c'est-à-dire si on obtenait un tarif fixe pour entre 10 et 13 cents euros le kilowattheure. Ce qui veut donc dire, mettons en CFA, de 60 à 75 francs CFA environ. Dans certains cas, ça va être un peu plus élevé, mais dans la marge, c'est environ ça le coût à l'heure actuelle. Bon, une prochaine question de Michel Caboriao. Pour les mini-réseaux off-grid, les FIT sont difficiles et risqués. Pourrions-nous envisager un schéma BOOT, c'est-à-dire Build, Own, Operate and Transfer, sur un appel d'offres avec des cahiers de charges intégrant l'évolution, avec une obligation de transfert ultérieur à un opérateur public n'ayant plus à supporter la totalité de l'investissement initial? Oui, bon, en bref, il y a plusieurs modèles de mini-réseaux ou de politiques d'électrification rurale qui s'inspirent un peu de cette approche où un opérateur privé entre, construit le mini-réseau, en fait l'exploitation pour une période fixe sous un contrat et transfère l'exploitation ou la responsabilité d'exploiter le site soit à la communauté elle-même ou à un autre opérateur privé ou au gouvernement lui-même, après que tout soit construit et tout soit opérationnel. Donc là c'est clair, c'est certainement possible. Et ensuite, le transfert, en effet, la politique ou la subvention reste pareille si on veut un site qui va pouvoir couvrir ses coûts au long terme. Donc, que ce soit sous un modèle BOOT de construction et de transfert ou un modèle où c'est purement privé. Pourtant, la question revient la même du point de vue de la subvention. Et donc, avec peut-être des petites différences sur la durée de la subvention, etc. Mais la thématique revient finalement à quelle est la croissance de la demande dans un mini-réseau. Plusieurs des mini-réseaux ne sont pas rentables dans les premières années, mais ceux qui sont devenus rentables, c'est-à-dire ceux qui sont devenus commerciaux, les mini-réseaux qui sont devenus commerciaux, il y en a par exemple en Inde qui ont finalement arrivé après une décennie à être rentables. Ils deviennent rentables parce que la demande dans le village est devenue suffisamment grande qu'elle génère suffisamment de revenus pour permettre la viabilité économique du site. Donc, ça exige une population croissante, une demande croissante.
ça exige également, ça dépend également de la situation socio-économique dans la région. Il faut que l'économie, donc c'est pour ça que plusieurs exploitants de mini-réseaux essayent d'encourager la demande. Ils essayent de créer des partenariats avec des petites entreprises pour essayer de stabiliser la demande et essayer de créer même la demande dans le village. Parce qu'en créant la demande, on peut améliorer les recettes du mini-réseau. Donc, je crois que là, la question devient vraiment comment est-ce que l'on peut s'assurer que l'exploitation des mini-réseaux soit suffisamment de haute qualité et suffisamment fiable pour encourager justement ce développement sain et croissant de la demande au long terme. Et là, si on peut arriver à un mini-réseau qui est rentable au long terme, là, on a quelque chose qui peut être transféré ou qui peut être même acheté par un autre exploitant à l'avenir ou transféré au gouvernement pour ses fins. Non, une prochaine, il y a plusieurs questions bon, il nous en reste 3-4 et je vais terminer celle-là et puis on va clôturer. Donc, une question encore de M. Alilou. Si les opérateurs sont plus proches et de façon permanente des clients dans le milieu rural, je pense qu'on trouvera une solution à la question tarifaire. Un opérateur qui vise le développement agricole, les petits commerces, l'eau potable, etc. Absolument. Et ça, c'est dans le cas idéal, l'opérateur est enraciné dans la communauté, dans le village et est là pour le long terme. Et si on peut justement encourager le développement agricole, le développement de petites entreprises, que ce soit des kiosques, que ce soit pour des fins agricoles, que ce soit le barbier, tout ça, ça représente tous des charges de demande sur le réseau qui améliorent justement les recettes du mini-réseau. Et donc là, je crois que vous avez absolument raison qu'on peut améliorer la viabilité des mini-réseaux et ainsi diminuer la subvention requise en encourageant justement ce genre de développement. Donc là, vous avez tout à fait raison. Encore une question de Michel Gaborio. La politique d'un tarif d'achat sur des pays en voie de développement est trop risquée. C'est pourquoi une implication dans l'investissement d'une instance publique me semble inévitable. Bon, c'est clair qu'il y a des risques et je vous ai... bon, la présentation aujourd'hui, le but, c'était de fournir un survol des avantages potentiels ainsi que des risques et des défis du lancement d'une telle politique. Donc, en essayant de toucher un peu le positif et le négatif. Et j'espère que j'ai réussi à maintenir cet équilibre. Donc, encore, là, il reste une dernière question. Là, une question au sujet des coupures dans la transmission d'une part et les coupures de courant d'autre part. Là, je ne suis pas certain si je saisis. Ah, tiens, là, la question semble être vis-à-vis de l'audio. C'est bien. Donc là, je crois que nous arrivons à la fin des questions. Je vous remercie de votre participation et j'espère que la présentation a fourni un survol suffisamment détaillée et suffisamment intéressante de cette nouvelle idée, cette nouvelle politique potentiellement innovante, mais potentiellement également risquée. Et donc, je crois, tel que souligné dans la dernière diapositive, que la question revient réellement aux besoins de projets pilotes. Donc, je crois il y a beaucoup d'expérimentation dans le domaine de l'électrification rurale. Le défi est lancé pour un pays d'essayer de mettre en pratique une telle politique et afin d'analyser des
les implications, d'analyser les impacts, d'analyser le succès dans la mobilisation des investissements et afin d'examiner de façon plus détaillée la subvention requise dans chaque cas. Donc, je crois que nous sommes au tout début et j'espère que cette présentation a contribué à la discussion de cette thématique importante. Donc, je vous remercie. Dans le passé, on avait toujours un sondage à la fin, mais je crois que celui-ci se fera par la suite, par la voie de courriel. Donc, il se peut que vous receviez un courriel pour le sondage. Donc, encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée.